Pas vous la faire à la TEDx parce que j'en ai jamais fait, mais donc j'ai des anti-sèches. Je vais également remercier Albert que je connais un petit peu et quand il m'a proposé d'intervenir sur un sujet qui me tient à cœur. Et je ne vais pas dire qu'il n'a rien à voir avec le sujet de l'après-midi, mais quand même vous allez voir, il a à voir, d'autant plus qu'on a parlé dans la table ronde précédente, notamment du rôle du cadre légal dans l'organisation finalement des rapports entre les individus, puisque je vais parler en fait effectivement de la formation des élites. Et là, je ne vais pas parler ni d'une dystopie ni d'une utopie. Je vais vous parler de la réalité, c'est-à-dire la perte considérable d'influence des ingénieurs dans l'appareil d'État, donc que ce soit au niveau d'ailleurs des gouvernements ou de la représentation nationale, et la faible, je dirais, connaissance ou les faibles compétences technologiques de ces mêmes représentants de l'État, que ce soit encore une fois la représentation nationale ou les gouvernements. Et que pour moi c'est une préoccupation, alors que j'essaye de traiter en tant que directeur d'école avec d'autres directeurs de grandes écoles. Et donc du coup j'ai pensé que c'était intéressant quand Albert m'a sollicité d'évoquer cette question-là, parce que quelque part une partie du futur que nous construisons, certes il se construit par les GAFA, dont les gens se posent la question de savoir si ce ne sont pas eux aujourd'hui qui font le monde et quel est le rôle réel des politiques dans la construction du monde de demain. Mais malgré tout, on peut encore penser que les États ont encore un rôle à jouer dans la construction du monde de demain. Et d'ailleurs, il se trouve que de façon tout à fait surprenante, hier, je regardais une critique d'un livre de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Amy Webb, qui est prof à NYU, qui se définit comme futuriste, et qui a écrit un livre qui s'appelle The Big Nine, How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity. Donc en gros, comment les Big Nine, alors elle additionne évidemment les GAFA et leurs homologues chinois, et dit en gros comment ils pourraient effectivement tordre l'humanité. Et il se trouve simplement que j'ai flashé, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai flashé sur la critique, et il était dit, enfin à un moment donné il l'interviewait, il disait « We need to start having a more sophisticated and intelligent conversation about our current laws, our emerging technology and how we can get those two to meet in the middle ». Je me suis dit, c'est super, c'était hier, j'ai vu un signe du destin, donc je me suis dit, j'ai bien raison de parler de ce sujet-là, parce que quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi considère qu'effectivement, un des problèmes, c'est quand même le problème de trouver un endroit où se rencontrent le droit et la technologie. Et le droit, c'est comme chacun sait, le droit il se construit, en particulier pas seulement, mais il se construit évidemment à la fois au niveau de l'État qui conçoit des projets de loi, et puis évidemment surtout la représentation nationale qui les vote. Voilà, donc mon propos est le suivant. D'abord, le monde n'a jamais été autant technologisé qu'aujourd'hui, et dépendant des technologies, de façon positive ou négative, puisqu'on sait bien que ces technologies sont à la fois la meilleure et la pire des choses. Et ces technologies sont de plus en plus, alors j'ai mis complexes, nombreuses, interconnectées et intrusives. Et c'est particulièrement vrai du numérique, cette alliance entre l'électronique, l'informatique, les mathématiques, comme je définis moi le numérique. Alors il n'y a peut-être qu'un seul domaine qui est aussi je dirais aussi déstabilisant, c'est les biotechnologies que j'ai pas intégrées que je connais très mal, mais qui effectivement ont aussi un caractère je dirais, déstabilisant de nos sociétés, de nos économies, qui est peut-être du même ordre que celui des technologies numériques. Alors du fait de cette transformation, de cette place omniprésence du numérique, la place des ingénieurs et des scientifiques dans ce domaine-là, dans l'économie, n'a jamais été aussi grande. Alors ça fait mes beaux jours en tant que directeur d'école, même si j'ai un business model. Alors comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, je suis un peu comme Citroën, c'est-à-dire que je perds de l'argent sur chaque voiture que je construis, mais je me rattrape sur les quantités. Donc en gros, malheureusement, une école publique est largement subventionnée, et donc je ne peux pas augmenter les quantités puisque la subvention, elle ne croit pas. Néanmoins, donc ça fixe une limite à ma capacité à fournir des ingénieurs. J'ai 10 minutes, me dit-on, c'est normal. Mais malgré la limitation dans ma capacité à fournir des ingénieurs, je ne suis pas tout seul, Dieu merci, et donc nous arrivons quand même peu ou prou à fournir ce qu'il faut, en tout cas une quantité raisonnable d'ingénieurs du numérique pour l'industrie française et nos homologues étrangers pour l'industrie mondiale. Et le numérique, c'est pas peu dire que les ingénieurs du numérique, et pas seulement les miens, ceux que je forme, aujourd'hui sont présents dans toutes les industries. Par contre, dans le même temps, la place des ingénieurs dans la représentation nationale a baissé drastiquement. Alors, qui sait quel est le pourcentage d'ingénieurs à l'Assemblée nationale ?
Non, c'est 4, voilà. Donc, de toute façon, 2 ou 3 ou 4, de toute façon, c'est à peu près pareil. Et quand vous additionnez les diplômés de Sciences Po, de l'ENA et d'HEC, vous êtes à un tiers. Voilà. Voilà. Alors, c'est déjà un problème quand même. Alors, j'ai rien contre les Sciences Po, l'ENA et HEC. J'en ai même rencontré des très bien, aussi bien de Sciences Po que de l'ENA ou d'HEC. Mais le problème, c'est que ça permet au monde de titrer les diplômés des grandes écoles surreprésentés à l'Assemblée nationale. Donc déjà, ça nous cause du tort à nous, ingénieurs, parce qu'effectivement, on est assimilés à... on est des grandes écoles, nous aussi. On est assimilés aux élites. Mais en tout état de cause, c'est vrai que si les diplômés des grandes écoles sont surreprésentés à l'Assemblée nationale, les ingénieurs, eux, le moins qu'on puisse dire, à 4%, ils ne le sont pas. Alors, cette absence criante d'ingénieurs ne serait pas dramatique si les parlementaires, c'est-à-dire les 96% qui n'ont pas fait une école d'ingénieur, comprenaient quelque chose au numérique. Et là, moi, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est Gilles Babinet, tout le monde connaît ici, je pense, Gilles Babinet, qui fait régulièrement, dans le cadre de l'Institut Montaigne, fait une étude, en tout cas assez régulière, sur effectivement la connaissance du numérique des députés. Et dans sa dernière étude, alors c'est du déclaratif, je crois, de l'étude, 5,37% se classent comme experts, 10,23% comme connaisseurs, 12,65% comme amateurs, je parle des députés, 71,75% comme non-experts, ce qui fait quand même donc 84,5% d'amateurs ou d'ignorants. Donc ça, c'est l'Assemblée nationale. Alors, au niveau du gouvernement, on observe le même phénomène. Alors, je suis remonté assez loin, qu'il y a 40 ans. Alors, il se trouve qu'il y a 40 ans, le président était un ingénieur, comme chacun sait, même s'il avait mal tourné. Sous le gouvernement Barre, donc en 1976, il y avait 7 ingénieurs sur 35 ministres et secrétaires d'État. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 36 ministres et secrétaires d'État. Il y a combien d'ingénieurs? Non, il n'y en a pas 0, non, désolé, Olivier, il y en a 2. Bon, il y en a 2, en l'occurrence 2 ingénieurs des ponts et eaux et forêts, c'est Elisabeth Borne et Julien de Normandie. Donc effectivement, 2 ingénieurs. Ils sont d'ailleurs à des fonctions qui sont un peu en rapport avec leur formation, ce qui est plutôt bien quand même. Mais enfin, malgré tout, 2 sur 36. Donc là, on est vraiment en dessous du seuil critique. On peut dire qu'à 7 ingénieurs sur 35, on peut encore espérer dire des choses intelligentes en Conseil des ministres, ramener à la raison, management basé, des décisions basées sur des faits, une rationalité, décomposer le problème en sous-problème. À 2 sur 36, à mon avis, on n'y arrive plus. Même s'il y a une parité, puisque vous avez noté un homme, une femme. Voilà. Dans le même temps, la proportion de Sciences Po ENA a augmenté de manière spectaculaire. Alors, ce qui n'est pas forcément anormal, parce que c'est des écoles qui sont faites pour former, justement, et en particulier l'ENA, comme son nom l'indique, École nationale de l'administration, qui sont effectivement conçues pour, je dirais, pour former des gens pour l'administration. Alors simplement, ça interpelle quand on regarde la formation qu'ils reçoivent. Et là non plus, je vais pas parler de moi. En tout cas, je vais reprendre Gilles Babinet, donc qui est notre champion digital, comme chacun sait. Il a fait un tweet très récemment, c'est en janvier. Alors le problème, Gilles, je le vois demain à une autre occasion. Alors, je ne vais pas en dire du mal et surtout pas lui dire, écoute Gilles, je ne suis pas sûr que tu aies une vraie influence. Mais en fait, en janvier 2019, il a dit effectivement qu'il avait regardé la formation des énarques et qu'il avait été surpris d'y voir aussi peu de formation au numérique. Mais il se trouve que déjà le 31 janvier 2015, j'ai retrouvé une de ses interventions, il disait à l'ENA, il reste un petit effort à faire sur les formations dans le domaine du numérique. On dirait, et c'était le 31 janvier 2015. Ce qui lui avait fait dire à Darmanin, vous n'y arriverez pas. Alors, plus récemment, et ça c'est le tweet qu'il a fait en janvier, il lui a dit, vous n'arriverez pas à transformer l'État, pas tant que vous ne formerez pas massivement les hauts fonctionnaires numériques. Donc j'ai envie de dire à Gilles, déjà en 4 ans, tu dis toujours la même chose, donc tu n'as pas beaucoup réussi à faire évoluer les choses, mais on va y travailler ensemble. Et donc il disait effectivement que la formation des énarques, finalement au numérique, était relativement faible. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis après, je passerai aux solutions. Donc, le nombre de places à l'ENA est resté stable dans les années 2000. Donc, en fait, en gros, il y a 40 ans, il y avait 1,5 ingénieurs des corps techniques de l'État pour un énarque. Aujourd'hui, il y a 1,5 énarque pour un ingénieur du corps. Donc, évidemment, du coup, il y a une inversion des rapports numériques dans les flux sortants. Et donc, ce n'est pas non plus complètement surprenant qu'on ne les retrouve pas. Le fait est qu'il y a eu aussi une professionnalisation des carrières politiques. Et tout ça a détourné les ingénieurs, je dirais, des carrières politiques, que ce soit encore une fois en tant que haut fonctionnaire ou en tant qu'élu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'arrive quand même aux solutions parce que Dieu merci, il y a des solutions. En fait, j'ai identifié trois grands axes sur lesquels d'ailleurs je travaille, 3 grandes directions complémentaires. La première, c'est d'encourager les ingénieurs, notamment les ingénieurs du numérique, à s'engager en politique.
ou comme hauts fonctionnaires de l'État. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on encourage tous, vous avez forcément des ingénieurs parmi vous, des élèves ingénieurs, les encourager à s'engager en politique. La deuxième, c'est quand même, vous l'avez compris, de mieux former les futures élites non techniques de l'État au numérique. Hein, donc, et la troisième, c'est quand même de renforcer la formation au numérique des futurs ingénieurs, parce qu'il n'y a pas que des écoles du numérique parmi les écoles d'ingénieurs. Et donc, je pense qu'il est important aussi que le numérique ait une place plus grande dans les formations d'ingénieurs des autres domaines. Donc, au titre de la première direction, donc celle qui consiste à encourager les ingénieurs notamment du numérique, à s'engager en politique. Moi, je milite, et dans le cadre de ParisTech, on le fait avec Mine ParisTech, à faire vivre, on travaille à faire vivre une association d'élèves qui invite des politiques à venir intervenir dans des conférences tout au long de l'année. Alors en plus, c'est super sympa. Mélenchon, alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas invité, hein, faut dire. Sa cote de popularité a quand même un peu baissé, même parmi les élèves, c'est tout dire. C'est qu'effectivement, il fait le spectacle. Hein, ça, c'est sûr. Donc, vous faites venir des hommes politiques. On a fait venir Juppé, on a fait venir François Fillon, Fabius, Montebourg, etc. Bref, tout ce qui peut encourager les ingénieurs à s'engager en politique. Alors, je ne sais pas qui a dit, oui, Mélenchon, il ne faut peut-être pas le faire venir si on veut que les gens encouragent les gens à s'engager en politique. Mais enfin, ceci étant dit. Bref, donc c'est une association d'élèves. Donc, une année, ça fonctionne, une année, ça ne fonctionne pas, mais c'est un premier travail. Deuxièmement, on travaille avec Sciences Po. Donc, je me suis dit aussi, Marion des ingénieurs télécoms avec des Sciences Po. Donc, on a une cinquième année commune, enfin, troisième année pour nous, cinquième année Sciences Po commune avec l'école du management et de l'innovation. Alors, c'est grâce à la relation que j'avais avec Benoît Thielin. Donc, on mélange des étudiants de Sciences Po et de Télécom ParisTech. Et on a bien l'intention d'aller voir également les autres écoles de Sciences Po pour proposer du brassage. Et ça, c'est le premier axe. Donc ça, c'est pour donner envie à nos futurs ingénieurs de s'engager en politique. Le deuxième axe, c'est celui qui consiste effectivement à former les élites, les énarques au numérique. Et là, donc, j'avais commencé avec Nathalie Loiseau à travailler sur un programme de formation au numérique des élèves de l'ENA. Bon, entre-temps, elle est partie effectivement au ministère des Affaires européennes. Donc là, j'ai repris contact avec son successeur. Et en fait, j'ai décidé d'accélérer parce que je me suis aperçu en tant que haut fonctionnaire, on m'a envoyé un catalogue de formation continue pour les fonctionnaires et j'ai découvert qu'il y avait une formation sur comment vous former à la transformation numérique qui était organisée par l'ENA. Alors je me suis dit, là, quand même, là, c'est un peu fort. Donc, j'ai vu que c'était un vacataire d'une université qui faisait la formation. Donc, je me suis dit, ils ont trouvé quelqu'un pour et ils posent leur marque dessus. C'est normal, il y a ma directrice de la formation continue, elle sait de quoi je parle. On vend la marque et après, on trouve quelqu'un pour faire les cours. Bref, donc, en tout état de cause, on va y travailler avec l'ENA. J'ai bien l'intention de revenir à la charge auprès de Patrick Gérard, donc qui n'est pas nouveau directeur de l'ENA, parce que ça fait presque 2 ans qu'il y est. Et la troisième, sur la formation d'ingénieurs du corps. Alors, la bonne nouvelle, puisqu'il y a quelques ingénieurs du corps des mines ici, dans cette pièce, assez peu d'ailleurs, mais ça suffit bien assez, c'est de dire qu'il faut former au numérique les ingénieurs des grands corps de l'État, des corps techniques, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le numérique est partout, le numérique transforme le monde. Et je terminerai en disant... ah oui, j'avais trouvé une citation de Philippe Cadic. Alors c'est sur ton site, Dystopia, il y avait des citations, tu sais, et il y en a une de Philippe Cadic, et il avait écrit « Nous vivons dans un monde psychotique, les fous sont au pouvoir, combien sommes-nous à le savoir ?» Voilà. Alors moi je me suis dit, nous vivons dans un monde technologique, les incompétents sont au pouvoir, combien sommes-nous à pouvoir encore changer cela ? Merci.